Le VAR m'a déjà rappelé qu'il était déjà l'heure. Votre délégué m'a dit que votre cours est déjà sur le panel. Donc, consultez vos téléphones. Vos cours sont déjà disponibles. Oui. Celui derrière là. Oui, oui, allez-y. Attendez que les autres reviennent. Madame, le fichier en Word. Oui. Vous le préférez en PDF? Il y a quelqu'un, la dernière question de tout à l'heure de la société installée, il y a votre camarade qui veut ajouter quelque chose. Pendant ce temps, j'envoie le fichier en Word, en PDF. Alors, j'aimerais juste ajouter quelque chose en fonction de la question de M. Maillot sur les affaires administratives d'une entreprise. Je voulais juste ajouter une précision sur la question de M. Maïbo sur les affaires administratives lorsque une entreprise s'installe dans une entreprise. Déjà, nous devons savoir que la CIB, pour l'âme, c'est une entreprise à caractère industriel et qui a dans cette vocation de transformer. Et ils exercent beaucoup plus dans le cadre de l'abattage des arbres et de le mettre en exportation. Et c'est ce qui est le cas avec la France, par exemple, aujourd'hui. La CIB Olam a un partenariat avec la France. Ils ont la possibilité, la France a la possibilité d'exploiter, encore d'utiliser le bois congolais jusqu'à 70 ans. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'autre là, du côté du droit de l'environnement? C'est vrai que la coupe abusive du bois est interdite, mais seulement il y a un rapport de mesure dans ce sens où une entreprise, pour qu'elle soit peut-être refusée dans son installation, c'est par rapport aux activités et par rapport à son rendement. Il y a aussi ce principe de la RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Lorsqu'une entreprise s'installe, il doit permettre à ce que la population locale bénéficie d'un bien-être quelconque. On prend le cas de la Cibola qui a construit des écoles dans la Nicola, qui a construit des écoles tout autour. Et ces écoles-là permettent à ce que la population locale puisse fréquenter dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'il y a l'impact positif, l'impact négatif, mais il y a aussi l'impact positif, dans la mesure où il contribue au bien-être de la population locale. Hormis cela, ça permet aussi le boostement de l'économie du pays, dans la mesure où il y a exportation, il y a aussi des bénéfices. L'État gagne parce que dans la mission, encore dans les compétences de l'État, c'est aussi de permettre à ce qu'il y ait par exemple la création des infrastructures de base et que les écoles publiques. Mais déjà le fait que l'entreprise s'installe, il en peut le gagner, mais aussi il contribue à certaines compétences, à effectuer certaines compétences que l'État ne peut pas gérer. Et à ce moment-là, on essaie de voir cet impact positif. Donc, il y a si je peux dire, le processus de gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'État gagne et l'entreprise aussi gagne. C'est vrai que l'impact, et comment est-ce qu'on fait à ce niveau-là, il y a aussi ce qu'on appelle par la compensation des émissions de gaz à effet de serre. En réalité, la CDOLAB devait certifier et en fait devait compenser à travers les certificats qu'on appelle les BIRAS ou les Gold Standards. Ce sont des certificats qui sont attribués à ces entreprises qui
évolue dans le secteur industriel, dans la mesure où le taux d'émission de gaz à effet émis dans l'atmosphère doit être compensé par un certificat. Et généralement, c'est dans le cas des marchés carbone, c'est-à-dire qu'ils polluent le plus et ils doivent payer pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que le marché carbone, aujourd'hui, il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui a le financement, c'est celui qui gouverne le monde. Aujourd'hui, pendant le cas des des États-Unis d'Amérique, si vous remarquez, aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, la quasi-totalité, encore tout le territoire américain n'a presque plus de couverture végétale. Mais on remarque qu'il y a des fortes niveaux de chaleur. C'est parce que c'est vrai, le climat il est différent, mais si on prend le climat africain, on essaie de transposer vers le climat européen, on verra qu'ils auront du mal, parce que là-bas, il y a peut-être la fraîcheur et tout. Mais on essaie aussi de voir ce côté-là. Aujourd'hui, ils n'acceptent pas vraiment la voix de l'Afrique à la scène internationale. On parle des marchés carbone, voilà, des crédits carbone, mais nous, on a la possession du bassin du Congo. Et ce bassin-là permet normalement la régulation climatique dans la mesure où ces États, ces Occidentaux qui polluent le plus à travers l'implantation de leurs entreprises, les firmes multinationales dans ces États africains, ils devaient normalement compenser leurs émissions. Mais comme c'est eux qui ont le pouvoir, ils ont le monopole de la décision, à ce moment-là, nous les États africains, nous sommes, je peux dire, bloqués dans ce processus-là. Et aujourd'hui, la question du marché carbone est en train de prendre ampleur à travers des négociations. Je pense que récemment, avec la COP30, il y a eu ces questions qui ont été évoquées sur la déforestation. Mais c'est ça, en fait, le problème quand on disait dernièrement avec le professeur de sociologie des relations internationales. C'est vrai, les Africains parlent, ils s'expriment, mais seulement dans le cadre de l'application, rien n'est pris en compte. Parce qu'il y a des intérêts des États et les Occidentaux, puisqu'ils n'ont pas, par exemple, ils n'ont pas des forêts, à ce moment-là, ils ne trouvent vraiment pas leur bien. Ils se disent qu'ils doivent encore payer les Africains alors qu'ils dépendent de nous. Il y a aussi, en fait, c'est ce que je voulais faire comme précision dans la fait. C'est un bon débat. Et d'ailleurs, votre intervention est d'autant plus noble dans son foyer, dans sa force. En fait, moi, j'ai voulu surfer sur le côté négatif, au fait, parce que ces sociétés et ces compagnies, quand ils viennent dans un État, il y a un droit interne à respecter, il y a un cahier des charges qui consiste à observer finalement les dispositions d'un pays, notamment au Congo. L'environnement des peuples autochtones actuellement est biaisé par ces sociétés-là. Peut-être avec la complicité des autorités locales, je peux dire ainsi. Mais maintenant, à ce moment-là, quelles seront les sanctions prévues? Parce que quand les peuples autochtones ne sont plus dans leur cadre légal et naturel, finalement, quelles sont les sanctions? C'est là où j'ai demandé à madame, quelles sont les sanctions du point de vue du droit environnemental? Ça y est, la réglementation internationale à ce moment. Mais votre speech a essayé un peu d'enrichir, s'il faut le dire ainsi, les ménages, quoi. Voilà. Oui. D'accord. Alors, comme je parlais tout à l'heure, j'ai posé une chose, le principe du pollueur-payeur. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que ce principe-là, il est réellement respecté? Si oui, est-ce que l'on peut contraindre ces entreprises-là à respecter ces principes-là, vu qu'on dit que le droit de l'environnement est le carrefour, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut contraindre ces entreprises-là à respecter ce principe du pollueur-payeur? Ça dépend des conventions qu'ils font quand vous venez. Pour revenir à votre camarade, j'ai parlé d'études d'impact. Et le reste, c'est l'État, hein? C'est les autorités avec lesquelles l'entreprise gère qui détournent tout ce qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, pour revenir à vous, vous savez que nous-mêmes, nous payons chaque fois que nous prenons une bouteille d'eau. Il y a plusieurs mécanismes de faire payer. Une société, lorsqu'elle s'implante, il y a une taxe de pollution qu'elle paye. C'est également le système pollueur-payeur. Et nous-mêmes, lorsqu'on jette des bouteilles n'importe comment, on paye également de manière indirecte cette taxe. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières de payer la taxe pollueur-payeur. Elle peut être imputée à l'État, à la société pendant les transactions. Donc, tu payes la taxe pollueur-payeur parce que tu pollues au travers, par le biais des activités que tu fais. Les bouteilles d'eau que tu vends,
on te fait payer la taxe et toi-même, tu la fais payer au consommateur. Ça veut dire que si une bouteille d'eau, vous l'achetez à 200, elle coûte 200, 250, 225. Vous la payez à 200. À l'intérieur des 200, vous-même, vous avez eu, d'accord, votre taxe de pollueur. Parce que lorsque vous finissez, vous ne renvoyez pas, on ne recycle pas les bouteilles. D'accord? Ailleurs, les bouteilles en plastique, on les met quelque part. Il y a des gens qui prennent pour le recyclage. Donc, vous-même, on vous impute votre pollution, votre taxe de pollution dans votre bouteille au niveau du produit fini. Pour revenir à la pollution, je dis, le droit international a ses faiblesses. Votre camarade l'a dit, le droit international, c'est davantage les rapports de force. Ça veut dire que lorsqu'une société est plus importante, vous irez comment pour la contraindre à payer? Ça veut dire, quand elle vient s'installer, vous devez vous arranger à lui faire payer sa taxe à un moment donné. D'accord? Comme il parlait des entreprises françaises et tout ça. Comment vous allez contraindre, vous, Orange Cameroun, qui est venu s'installer sur votre toit? Vous savez que les antennes Orange Cameroun émettent des ondes qui rendent malades au bout d'un certain temps. Maintenant, comment vous allez les contraindre à payer la pollution pour toutes ces personnes qui sont malades autour? Et parfois même les personnes ne sont pas conscientes que leur santé devient fragile à cause d'Orange Cameroun que le voisin a accepté devant ou sur le toit de l'immeuble. Maintenant, lorsque vous êtes conscient, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la voie normale qui est la voie juridictionnelle. D'accord? Mais maintenant, pour que cela arrive au niveau où l'État peut contraindre, il faut peut-être des pressions par vague pour arriver au niveau où le juge peut contraindre à dédommager. Mais est-ce qu'on va contraindre? Le dédommagement, c'est pourquoi on dit vaut mieux prévenir que guérir. Il y a certains dégâts qu'aucune taxe ne va réparer. D'accord? Aucune taxe ne va réparer certains dégâts parce qu'ils sont irréversibles. C'est pourquoi en matière de l'environnement, on dit toujours mieux vaut prévenir. D'accord? Pour parler de vous, oui, contraindre, mais de quelle manière? Comment peut-on contraindre un État à payer? Oui, il y a l'obligation de réparer le préjudice écologique, d'accord? Il y a des mécanismes et des procédures. Maintenant, dans tout mécanisme, dans toute procédure, il faut quelqu'un qui saisit. Et c'est toujours là le problème. Qui se lève pour déclencher la procédure? Est-ce que c'est une personne qui se lève contre un État? Je ne pense pas. C'est l'État contre l'État? Je ne pense pas. Maintenant, la procédure de réparation est toujours bloquée au niveau de l'initiative. Qui prend l'initiative d'engager la procédure. Certains États sont soit laxistes, dont laissent faire, d'accord, et ne font pas attention. D'autres non. Jusque-là, ça va ou pas? Donc, le problème, oui, il y a réparation des dommages écologiques, mais qui se lève pour le faire? Parfois, d'autres, on sait que lorsque quelque chose ne te touche pas directement, d'accord, tu fais fi de ça. Tant que tu n'es pas buté à quelque chose qui te touche directement, tu peux laisser faire. Tu passes dessus et c'est ce que beaucoup d'États font. Il y a plein de poubelles maintenant à Yaoundé. D'autres te diront, quand ils passent, ça ne leur dit rien parce que les vitres sont baissées, la clim est là, ils ne sortent généralement pas pour dire, ils vont dans certains quartiers, ils ont leur trajet. Donc, ils ne voient pas la pollution au quotidien. Ils ne voient pas des poubelles au quotidien. Les poubelles et les immondices qu'il y a partout, ça touche qui le plus? C'est la population qui est au quotidien exposée aux odeurs, à la route rétrécie. C'est elle qui souffre le plus. Tous ces gens qui sont en haut, c'est ça avec les États. Pour que quelque chose remonte, pour que l'État se lève, il faut que ça se passe beaucoup de bruit en dessous. D'accord? Mais non pas de pollution, de poubelles partout parce que
On en parle au quotidien, dans les médias, pour que maintenant, on se lève pour dire qui jette des ordures sera censuré. Et c'est comme ça avec même les réparations des dommages écologiques. Il faut que ça fasse du bruit pour que la société internationale se lève. Sinon, personne ne se lève. Vous avez une question? Oui, je vais essayer. Vous essayez ou vous avez une question? Moi, je me dis que au niveau interne, en matière de développement, l'État est souverain. C'est-à-dire que les décisions qui se prennent en interne relèvent de l'autorité de l'État. Et avec cette question-là, je pense que l'État a beaucoup plus tendance à tirer le trait de son côté, parce que l'État est souverain. Ce qui dira forcément l'entreprise qui vient s'implanter devrait s'aligner. Sans pour autant, en sachant que la norme internationale est bien plus élevée que la norme nationale. Bon, la norme interne s'allie à la norme régionale qui s'allie à la norme internationale. Et finalement, on finit par se rendre compte que la norme internationale est plus élevée. Cependant, à l'international, l'État reste garant et celui qui établit la règle, conformément, on va le dire, à la norme régionale, à la norme internationale, tout ça dit. Et ma question est celle de savoir, est-ce qu'il est vraiment à ce moment question de rapport de force? D'autant plus que l'État, lui, à l'interne, fait la loi. L'État peut simplement comprendre finalement où sont l'entreprise industrielle qui vient s'implanter à s'aligner à l'ordre interne qui n'est rien, qui ne va pas à l'encontre de la norme internationale. L'État doit contraindre seulement par la loi, parce que c'est écrit dans la loi interne. Si elle ne le fait pas, je pense que l'État, en ce moment-là, tire le trait de son propre côté, trouve son intérêt à lui, que de trouver l'intérêt qui est recommandé, en fait, qui est de sa souveraineté, qui est de chercher le bien-être de sa population. Je ne vois pas, en ce moment-là, l'État ne pas comprendre. Si l'État ne comprend pas, il y a beaucoup plus un intérêt personnel qu'un intérêt collectif, et je veux dire l'intérêt de sa population. Qui est l'État? C'est qui l'État? Vous avez déjà vu l'État marcher? Vous connaissez l'État? C'est qui l'État? L'État, je parle des décideurs étatiques au niveau des nations. Très bien. Les décideurs en ce moment-là ont la possibilité de le pouvoir légitime de pouvoir contraindre. Vous interrogez leur conscience ou vous interrogez le droit? Le droit a régi des règles. Et le droit, ces règles ne peuvent pas se mettre en œuvre elles-mêmes. Il y a une procédure précise. J'ai parlé de l'étude d'impact. Il y a une procédure précise des étapes à suivre. Maintenant, lorsqu'on en arrive à se plaindre d'une société qui a fait telle chose, ça veut dire qu'à un moment donné dans la procédure, quelqu'un qui représente l'État a décidé de fermer ses yeux. C'est pourquoi on dit l'homme par l'effet boomerang. Quand il ferme les yeux en amont, il oublie ceux qui sont en bas. Parce que lui, ça ne le touche pas directement. Mais je puis vous assurer que toutes les sociétés implantées, sauf si on a raccourci la procédure d'une manière ou d'une autre, il y a des procédures précises. D'accord? Qui viennent de l'international jusque pour s'appliquer au droit. Et maintenant, pour revenir aux conventions, vous savez qu'il y a plusieurs pays et selon leurs intérêts. La contrainte, oui, il y a la souveraineté, mais on sait très bien que d'une manière ou d'une autre, les pays les moins développés subissent certaines pressions qui obligent, qui amènent les États à prendre des choses qu'ils ne veulent pas. La démocratie que les Africains, dans laquelle les Africains sont aujourd'hui, ils n'ont jamais voulu. On vit comme dans une société démocratique. Démocratique veut dire qu'il y ait l'alternance. Démocratique veut dire qu'il y ait beaucoup de choses, en principe, qu'on n'a pas. Bon, vous voulez ceci, on vous le donne. On a institué le Conseil constitutionnel en quelle année? En 96. C'est ça? C'est la Constitution de 96, il me semble. Mais on l'a vu de manière réelle quand? On a nommé les conseillers quand? Ça veut dire que vous voulez ceci, bon, on vous le donne, on le met sur le papier, mais pour l'instant, ça reste d'abord là, on n'en veut pas d'abord. Les États vont signer des conventions, mais ils ne les ratifient pas. Il y a des conventions qui ont été signées par des pays, par le Cameroun, mais qui n'ont jamais été signées. Tant que ce n'est pas signé, ça ne s'applique pas.
Donc, au niveau international, pour pas qu'on dise, oh, on va faire comment? Il signe quand même, mais chez lui, là, il dit, ça peut attendre. Et ça attend des années. Et cela ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'on a signé, mais on n'a pas ratifié. Et tant que ce n'est pas ratifié, ça ne peut pas être mis en œuvre sur le plan national. Donc, l'État, la protection de l'environnement dépend et relève dans une grande mesure, pour une grande part, de l'État. Pourquoi? Parce que, au-delà même qu'il y ait des textes, il faut qu'il y ait des mécanismes de sanction. Droit à un environnement sain. Il y a plein de ministères qui vont vous parler de 1000 choses et de tout. On va mettre, mais est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on devrait avoir autant de poubelles? Est-ce qu'on devrait? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministère pour ça. Il y a des structures, d'accord, qui sont mises en place pour le ramassage des ordures. Maintenant, pourquoi ça ne suit pas? Ça dit que l'État, à un moment donné, pêche par soit parce qu'ils dorment beaucoup, ou parce qu'ils sont laxistes, ou parce que c'est le que faire, laisser faire. Mais l'État, c'est qui? C'est les individus. C'est les individus. Donc, ne tirez pas sur l'État, l'État, l'État. Vous-même, vous serez État demain. Oui, vous serez décideur et vous ne ferez rien. Quand vous dites l'État, l'État, c'est comme si l'État, c'est un robot qui va se lever, après il va faire tel geste, quelque chose va se passer. C'est non, c'est les citoyens qui font l'État. Et c'est eux qui laissent faire, au fond, ou ne veulent pas faire. Ça, selon leur motivation. D'accord? Oui. Oui. Un boomerang, c'est quoi? Le boomerang, c'est quelque chose dans cette forme. C'est ça, n'est-ce pas? Quand vous jetez, il vous revient sur la gueule. Donc, quand vous détruisez, ça vous retombe dessus. Oh, le karma, c'est trop dur, hein, monsieur le pasteur. J'imagine que si pas le karma, c'est qu'il doit être pasteur. Hein? Non, boomerang, le karma ne fonctionne pas toujours pour tout le monde. D'accord? Boomerang veut dire que ce que vous détruisez aujourd'hui vous retombe dessus. Vous prenez par exemple le cas d'une maison qu'on construit, comme le bâtiment qui est en train d'être construit là. Si on décide de prendre le matériel bas de gamme, d'accord, on ne dose pas bien la fondation, l'immeuble va finir par faire quoi? S'écrouler. C'est ça l'effet boomerang. Donc, ce que vous avez négligé vous retombe dessus. Et c'est ce qui se fait. On appelle ça quoi? Les recommissions qu'on prend pour laisser faire un projet, laisser une société s'installer, ça vous retombe dessus. D'accord? Et c'est l'État. Je n'en sais rien. Qui est l'État? C'est nous tous ces. Oui, c'est nous parce que c'est nous qui choisissons ces personnes-là. C'est nous. C'est nous qui ne les choisissons pas. C'est les lois, si. C'est vous. Quand vous refusez de voter, vous choisissez. Mais c'est ça la démocratie. On ne peut pas prendre en compte tout. La démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Délégués, vous tous, eux tous là, tous vos camarades, ils vous ont choisi. C'est imposé. Oui. Merci. Moi, j'ai une inquiétude par rapport à vous avez démontré que de façon instinctive, certaines populations ont déjà la possibilité de respecter les périodes. Certaines personnes respectent déjà les périodes pour cultiver, pour ne pas cultiver, etc. Et même dans tout ça, aujourd'hui, le continent africain tarde encore à avoir une agriculture qui pourrait pousser vers l'autosuffisance alimentaire. Mais quand on nous emmène, une fois de plus, quand on nous emmène un certain nombre de restrictions, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une façon de renforcer la dépendance alimentaire des États africains vis-à-vis des États occidentaux?
Vous savez, le climat d'il y a plusieurs années a changé, même dans les villages. Il y a maintenant, les villes même sont devenues, c'est pire. D'accord? Donc, plus le temps passe, plus la démographie, du fait de la démographie, même dans les villages, on pollue un peu plus. En ville, on pollue un peu plus. Vous savez, j'ai parlé de climat tout à l'heure. Le climat fait qu'on ne sait plus quand c'est la saison sèche et quand c'est pas la saison sèche. Je me souviens, nous sommes en février, n'est-ce pas? Février-mars. Je savais quand je revenais au Cameroun, février-mars, que waouh, les mangues, c'est la seule idée des mangues qui me maintenait. Je savais que février. Est-ce qu'il y a les mangues? Regardez les manguiers. Vous pensez pouvoir avoir des mangues en cette fête du mois? Hein? Quand vous regardez le manguier dehors, quand vous marchez, vous espérez avoir des mangues en mars? Le climat change. Pourquoi le climat change? Parce qu'il y a la pollution. Pourquoi le climat change? Il y a des voitures, les voitures très quoi. Même dans les villages maintenant, avant les gens marchaient. Dans les villages, les gens marchaient. Vous parlez des villages. Oh, je parlais justement du droit coutumier. Avant, les gens marchaient. Dans les villages, il y a les motos. Plus personne ne marche. Les kilomètres que les personnes faisaient à pied, vous leur demandez de faire même 1 kilomètre, ils vont voir que vous les punissez. Vous voyez? Et quand il y a les motos, il y a quoi? Il y a pollution. Il y a pollution. Les motos lavent les conducteurs de motos, je pense au Cabanal, lavent les motos où? Au bord des cours d'eau, où il y avait des bons petits poissons que les gens allaient pêcher. Comment vous voulez qu'il y ait toujours la même quantité de nourriture qu'avant? Maintenant, il y en a plus. C'est pourquoi même dans les villages, les gens utilisent les engrais. Quand tu mets les engrais, ça détruit également la nature, le sol. Donc, il ne faut pas se tromper. Le froid qu'il y avait à Yaoundé, maintenant Yaoundé chauffe énormément. C'est dû à quoi? Je disais aux gens de Bertois, il y a 2 ans, je leur disais, attendez, la belle vie que vous avez, Bertois propre et tout, l'université arrive. Dès que l'université arrive, au bout de 2 ans, vous verrez votre Bertois, vous n'en reviendrez pas. Parce que ceux qui arrivent vont acheter des terrains, ils vont construire des maisons, il y aura plus de monde. Et ce sera terminé avec le petit froid, le petit bien-être qu'il y avait. Tout sera terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a plus de pollution, il y a plus de chaleur. Quand il y a plus de 3 corps, vos corps corporels, il y a plus de chaleur, n'est-ce pas? Oh Seigneur. Ça va jusque-là? Oui. Je voudrais savoir si pendant ce cours, on va aborder on va proposer des solutions pour pouvoir éviter cette catastrophe à venir dans cette zone. La solution vient de vous-même. Prenez déjà vous-même là et sensibilisez les gens autour de vous. Vous attendez la solution de qui? De l'État? L'État ne peut pas. L'État ne peut rien seul. Parce que l'État met quelquefois des bacs. Je dis quelquefois quand il peut. On met à certains endroits. Mais vous savez où les gens jettent les ordures? Au sol. Vous envoyez les petits papiers, les popos, au bord, qui ne peuvent pas atteindre l'intérieur du bac qui verse au bord. C'est l'État qui viendra changer. Quand vous mangez, vous jetez les choses dans le caniveau. Est-ce que c'est l'État? Mais changez, décidez déjà vous-même d'être propre. C'est la quoi? Ah, donc, c'est même la dictature qu'il nous faut. Je vous assure qu'on a trop dit démocratie dans le pays. Les Camerounais n'aiment pas, je ne sais pas pour vous, mais les Camerounais n'aiment pas la démocratie. Il faut, je ne sais pas pour toute l'Afrique, mais toute l'Afrique peut-être pas. Il y a d'autres Africains qui sont parfaits. Je vous assure que le Camerounais, jamais. Lui, il faut l'attacher avec le fouet. Non, je vous assure qu'ailleurs, c'est passable. Oui, ailleurs, c'est passable. J'ai eu affaire à des Ghanéens. Justement, il parle du Ghana. On veut traverser la route. Je lui dis, mais c'était rouge piéton.
Je dis, mais on traverse parce qu'il n'y a pas de voiture. Il me dit non. Elle me dit non, je ne peux pas traverser. J'attends que ce soit vrai piéton, qu'il y ait la voiture ou pas. Chez nous, on s'en fout. Même quand c'est même rouge pour les piétons, toi, tu veux traverser et que la voiture qui a la priorité t'attend pour passer d'abord. Et tu nous coupes, tu m'as tu prends ton temps. Donc, certains pays ont une autre mentalité. Donc, pour répondre à votre question, commencez déjà par vous-même. Laissez l'État. Vous avez aussi une esquisse de solution, je veux dire. Eh oui. Est-ce que ce ne serait pas meilleur de réduire la natalité en Afrique? Seigneur, allez et multipliez-vous. Je peux vous assurer que nous là, on croit encore au Dieu qui a dit que 2 personnes se mettent ensemble pour faire leur bébé. Et on leur a dit, allez, multipliez-vous et soyez féconds. Parce que c'est cette main-d'œuvre-là qu'on a besoin, dont on a besoin pour faire développer notre pays. Maintenant, quand vous multipliez la terre, là, chaque fois qu'un sort, dites-lui qu'on ne jette pas, on travaille propre. D'abord, quand il vient trouver votre environnement très propre, il aura honte de jeter. Laissez la natalité et les gens qui veulent être beaucoup féconds. Accoucher. Ah, chong, hein? On ne peut pas dire chong, j'ai un enfant, oh. Donc je suis avec vous, mais je suis contre vous. Accoucher. Chong, hein? Oui. Pour répondre en fait à la question, je vais quand même donner quelques solutions. En fait, à mon avis, hein. Moi, je pense que la question environnementale relève d'abord de l'éducation environnementale. C'est vrai que les changements climatiques aujourd'hui sont au cœur du développement. Et la question environnementale, c'est ça en fait. En fait, la question de l'environnement aujourd'hui est d'actualité. Et auparavant, on n'avait peut-être pas les notions liées au changement climatique. Déjà que madame a dit, la notion des changements climatiques a à peine vu le jour, c'est lors du sommet de Rio de Janeiro en 1992, qui a porté sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et sur cette convention, pendant cette convention, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été développés, parmi lesquels la séquestration, l'atténuation et la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, si on devoir les États africains dans le système éducatif, est-ce que réellement nous avons ce système-là dès le bas âge, par exemple à l'école primaire, lorsqu'on parle des activités éco-responsables, c'est-à-dire qu'on ne doit peut-être pas jeter ces histoires, par exemple des déchets, on ne doit pas les mettre. C'est beaucoup plus pour les universités ou encore pour ceux qui font par exemple des formations professionnelles qui l'apprennent. Mais est-ce que dès le bas âge, est-ce que ces enfants-là sont imprégnés de cette éducation? Hormis cela, on doit également voir au niveau du ministère en charge de l'environnement, par exemple, tel qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle par la police environnementale. On a formé des professionnels dans le cadre de la police environnementale. C'est-à-dire ce sont des policiers de l'environnement. Ils sont là pour voir, pour contrôler comment est-ce que le système environnemental est en train de gérer en fait, les déchets liés, enfin les déchets qui polluent l'environnement. Le Congo a combien d'habitants? Le Congo, juste une pause, hein, vous allez. 10 millions d'habitants. Combien? Le Cameroun a combien d'habitants? Comment? Je veux juste savoir de grâce, le Cameroun a combien d'habitants? Le Congo en a combien? D'accord. Ça veut dire que pour votre histoire, je dis souvent, hein, vous demandez beaucoup aux autres. Vous demandez énormément. J'ai parlé d'habitants pour dire quoi? Si vous voulez qu'il y ait des polices environnementales dans ce pays, qui est si grand, avec les esprits qu'il y a parmi les Camerounais, ils vont mourir avant le temps. Ces polices-là, ces policiers-là, c'est les enfants des gens. Éduquez-vous, éduquez vos enfants. Quand vous accouchez un enfant, que votre enfant trouve un environnement propre, et dans cet environnement, dites à votre enfant, on ne jette jamais. J'ai dit, soyez féconds. Mais dans la fécondité là, que l'enfant qui naît trouve un environnement propre et éduquez-le à ne pas jeter. On aura au moins la future génération propre qui sera soucieuse de l'environnement. Vous demandez trop à l'État et je ne suis pas d'accord. il y a aussi des parents qui n'ont pas cette notion. Madame, moi, j'aimerais lui demander par rapport à la police de l'environnement, est-ce qu'au Congo, on n'assiste pas à des personnes qui cherchent quand même des ordures à terre? Justement. Est-ce que ça règle véritablement
justement, il y a ce qu'on appelle par la sensibilisation. En réalité, ce sont la sensibilisation. Ce sont des activités que le ministère en charge de... Encore le ministère. J'avais la dernière fois une personne qui était toujours sur le ministère et moi je suis contre toute la responsabilité au ministère. Les ONG par exemple. Les ministères et les ONG ne peuvent rien. Ils ne vont pas apporter un remède miracle. Soit décidez de changer vos mentalités. Décidez de changer. Ayez un peu honte de temps en temps. Quand vous regardez à la télé d'autres environnements propres, dites-vous que moi-même, mon pays doit être comme ça. Laissez l'État tranquille. Mais vous passez le temps à demander à l'État de tout faire à votre place. Mais non, l'État ne va pas venir vous éduquer vos enfants en leur disant ne jette pas les ordures en dehors de la poubelle. Ne jette pas. Non. Laissez l'État tranquille. L'État peut au pire faire, même quand les parents, les enseignants vont dire à l'école que ne faites pas, le parent doit pouvoir le dire. C'est vrai que l'État doit également jouer un rôle. On peut dire, enfant, moi, il ne faisait pas le tri d'ordures. Je ne sais même pas si il faisait ça. Parce que j'avais déjà ma mentalité totalement arrêtée. Mais d'autres ont. Mais c'était le fond ici. Quelqu'un m'a dit qu'il le fait. Il y en a qui font systématiquement le tri. Le plastique ensemble et le reste, ils font systématiquement. Quelqu'un me l'a dit dans un cours ici. Vous parlez d'hôpital. Quel hôpital? Quel hôpital? Donc, arrêtez de mettre toute la responsabilité sur l'État. C'est ça qui fait que nous-mêmes, on ne fout rien parce qu'on attend tout de l'État. On ne fait rien à notre niveau. On prend des choses, on jette dans le caniveau. C'est l'État qui va venir enlever. Donc, vous jetez parce qu'il y a la police qui va venir prendre toute la pourriture là. Quand je vois les gens dire ça, comme parfois j'ai pitié d'eux. Donc, c'est le mari de quelqu'un qui doit venir prendre ta pourriture parce que tu as été incapable d'aller mettre dans une poubelle. Mais c'est méchant. Soyons responsables. Oui. S'il vous plaît, madame. Mon coup n'a même pas encore commencé qu'il y a les débats comme ça sans sortir un temps. S'il vous plaît, madame. Oui. Bon, je suis tout à fait d'accord sur la solution de l'auto-éducation. Et sur la protection de la je suis tout à fait d'accord. Bon, en suivant Madame parler, je suis tout à fait d'accord sur sa solution qui porte sur l'auto-éducation pour un environnement sain. Mais ma question est de savoir, est-ce que la pollution au niveau des populations autochtones l'emporte sur la pollution au niveau des émissions? Par exemple, quand nous revenons sur la question de CIP au Congo, où c'est l'autochtone qui subit, mais il n'y a pas de mesure pour leur venir en aide. Est-ce que le fait de rendre leur village propre, par exemple, en adoptant cette auto-éducation, est-ce que ça peut empêcher aussi la pollution des énergies installées dans la zone? Écoutez, quand vous arrivez chez moi, vous trouvez ma maison propre. Est-ce que vous aurez le courage de venir la salir n'importe comment, surtout si vous voyez des bacs? Je dis toujours, toutes ces sociétés qui s'installent, ça dépend de comment celui qui les accueille, ce qu'on leur a dit. Si je vous accueille chez moi, je vous dis, j'ai gardé un enfant chez moi de mars à il y a une semaine. Mon combat avec cet enfant, c'était se laver. Il avait 22 ans. Se laver, laver les toilettes qui sont dans la chambre, qui ne vont même pas hors de la chambre. Les toilettes sont à l'intérieur de la chambre. Laver le sol des toilettes. Au point où j'ai dit à mon fils de ne pas se laver pieds nus dans les toilettes. Je lui ai dit un jour, je vais fermer cette toilette après, mon enfant se lavera dans mes toilettes, tu vas te laver derrière. Et si tu ne te laves pas, tu dormiras même hors de cette chambre. La chambre sentait mauvais. J'ai parlé. J'ai dit, il n'a pas 18 ans. Il est parti. Parmi les choses qui l'ont fait partir, c'est que... Donc, quand vous venez dans un environnement propre, ça dépend de comment ces sociétés ont été accueillies. Quand vous arrivez, on vous traite comme des rois.
que vous êtes des dieux qui venez enfin voir les humains. Vous allez vous comporter comme des rois. Je puis vous assurer que vous allez vous comporter comme des rois. Maintenant, quand vous venez, vous trouvez des gens qui vous traitent comme des personnes qu'ils reçoivent chez eux et qui vous disent ici, c'est comme ça que ça se passe. Vous respectez les règles. Moi, je ne tire pas sur les sociétés, je continue de le dire. Je tire sur les décideurs qui n'ont pas à cœur l'intérêt général de leur population. Je ne tire pas sur les sociétés. Je tire sur l'État, les décideurs qui n'ont pas à cœur l'intérêt de leur population. Pourquoi? Parce que tu prends une grosse enveloppe, tu prends une grosse mallette, et tant pis pour les autres. Tant pis. Je vois quelque chose circuler comme quoi on va acheter des lampadaires à presque 1 million. Mais c'est quoi cette histoire de fou? On peut même les faire nous-mêmes. Quand vous faites avec le fer, vous êtes les premiers à donner le fer pour vendre le fer. Vous voulez quoi? Quand on dit effet boomerang là, c'est ça qui arrive aux Camerounais. On met les lampadaires, ils boivent comme des éponges, ils cognent des lampadaires qui tombent. Quand ça tombe, quelqu'un qui voit que ça peut rapporter beaucoup d'argent pour le faire, il découpe, il vend. Les rues sont noires. Il y a des lampadaires partout, non? Mais combien de rues sont éclairées? Rien. Parce que quelqu'un a trop bu, il a cogné les lampadaires et il n'y en a plus. Et vous voulez que la mairie soit là pour changer chaque fois? Mais non. Comment? Ah, il change. Ouais, le plein d'eau. Et qui? Il n'y a pas de caméra. Comment vous saurez que c'est lui? Non, entre nous, il y a ce problème de suivi. Moi, même chez moi, moi, je remarque ça souvent. Des fois, le camion qui a connu le lampadaire est là, des jours durant, avant qu'on l'enlève, mais personne ne l'arrête pour dire que non, c'est toi qui as fait ça, il faut corriger. Qui doit arrêter? C'est les autorités. Quelle autorité? Où il est installé chez lui? Est-ce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé? C'est pas son affaire? Si on dit que c'est pas son affaire, pourquoi il est là, non? Ah, pour gérer vos incivismes? Mais ne buvez pas! Est-ce que tu es obligé de saouler, de boire, je ne sais pas trop comment, et d'aller cogner les lampadaires? Je n'encourage pas le fait que la personne a bu. Peut-être que c'est pas le fait qu'il a bu qui a entraîné ça. L'État fait peut-être pas son maximum, mais l'État là même c'est qui? Et c'est même parfois à dessein qu'on ne fait pas le maximum. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on va faire le maximum, nous-mêmes on n'entretient pas le maximum qu'on donne. La personne décide de se sentir plus à l'aise et de vous laisser dans votre vie. Pas de maximum. Mais oui. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie en réalité. Je vous dis que la démocratie n'est pas bonne. C'est justement parce qu'il y a la démocratie. Parce que la démocratie va vous dire il ne faut pas punir de peine de ceci. Vraiment, Dieu est clément. Non. Je ne parle pas de la démocratie dans ce sens. Par exemple, je suis un maire dans une communauté. On m'a élu. Donc, si je ne fais pas de preuves, à l'élection prochaine, je ne serai pas élu. C'est ça qui va me motiver à bien regarder. Désolé, mauvaise nouvelle pour vous, mon très cher. Il y en a qui ne connaissent pas l'élection sanction. Je suis arrivée dans ce soir pendant des années, je me suis plaint. Vous êtes même bien. Maintenant, on a l'autoroute ici. Oh. C'est l'autoroute. Mais oui, je vous assure que pendant des années, on roulait sur une piste de goudron, de bitume. Et je me disais, mais ces gens-ci, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas sanctionner ce maire. Je dis pendant des années, depuis 2011, de manière définitive, depuis 2017, ici. C'est pourquoi je dis la patience, peut-être on veut nous apprendre à être davantage patients. Quand je vois, j'appelle autoroute, je sais de quoi je parle. C'est moi la route comme ça, jusqu'au marché, de l'université jusqu'au marché. Mais c'était terrible. C'était terrible. Et je me disais, il faut quoi le maire? Il n'y a pas de censure au Cameroun. C'est dans tous les pays africains comme ça. Moi, je ne connais pas tous les pays africains. Ce n'est pas dans tous les pays, il y a alternance ailleurs. Je suis désolée.
Alternance ailleurs, ça veut dire qu'il y a eu sanction. Vous voyez que vous n'êtes avec personne là dans tous les pays, non? Dans tous les pays. Il y a une question encore? Oui. Je voudrais parler sur l'auto-éducation, parce que dans beaucoup de villes actuellement, il y a des systèmes que les pays attendent par des villes propres que vous avez dit. Il y a des quartiers propres, villes propres, communes propres, où l'État choisit un jour pour la population, que la population soit pour l'entretien de leur village ou de la commune. Ça contribue vraiment à la santé de la population. Maintenant, pour ce que les usines entraînent, il y a des contrats que l'usine signe avec l'État, et l'État choisit souvent dans cette commune quelqu'un qui est comme un superviseur. Mais le problème est que quand les usines là émettent les déchets, ces superviseurs-là qui se disent faire des rapports à l'État sont souvent corrompus. Et des fois aussi, la population même, les usines leur donnent quelques biens et voient que c'est suffisant pour eux, ils le font parce que ça leur entraîne. Alors, j'ai vu ça ailleurs pendant que il y a une société de phosphate qui est en train de s'élargir et ça prend les territoires. Toute une vie pratiquement est en train de partir et la société ne peut qu'avancer. Et ce qu'ils font, ils peuvent construire des maisons à la personne qui sont terrain, comme ça. Et des fois, ceux qui sont aux alentours, par mois, quelques mois, on leur donne des perdièmes. On leur baisse. Et ils se voient, c'est bon pour eux. Or, les filles, ça va leur faire. Il nous faut vraiment nous-mêmes une conscience personnelle, individuelle, qui va nous aider nous-mêmes d'abord. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit d'abord. Maintenant, ce que moi je pourrais éventuellement reprocher à l'État, c'est qu'on a enlevé certaines choses à la base, à la maternelle. C'est à la maternelle qu'on doit dire aux enfants. Et surtout, les enfants sont bizarres. Toi, le parent, tu lui dis quelque chose, il va le balayer facilement du revers de la main. Mais si sa maîtresse lui dit quelque chose, c'est exactement ce qu'il fera. Il va te dire, ma madame a dit que. Non, maman, ma madame a dit que. C'est ce que sa madame lui dit qui reste. Donc, je me dis, si on avait laissé l'éducation civique, l'instruction civique, tout ça là, tout ce civique-là, à la base, aux petits-enfants qui commencent à aller apprendre ABC, ils auraient retenu. Mais non, les enfants ne peuvent pas retenir si toi, le parent, tu n'appliques pas. Parce que quand il va te dire une ou deux fois, on ne jette pas, maman, vraiment, toi-même tu as jeté, tu vas dire, laisse-moi tranquille, je vais te taper. Lui-même va commencer à faire exactement comme ses parents font. Oui, l'État doit faire, mais nous-mêmes. Parce que quand, je le dis encore, quand nous sommes malades, oh, c'est vous qui soignez ces décideurs, hein? Vous savez, non? C'est vous-même là qui les soignez. C'est nos impôts, c'est notre argent qui les soigne. Évacuer. Mais, donc vous avez intérêt à vous battre pour que l'environnement soit sain. Nous avons intérêt à nous battre pour que notre environnement soit sain. Parce que le décideur, même s'il fait son laxiste à un moment donné, il s'en fiche, comme vous l'avez dit si bien. Pourquoi? Parce qu'en cas de bobo, de toute façon, il ne vit pas au quotidien dans votre air pollué. Il vit ailleurs. D'accord? Donc, faisons attention. Faisons attention. Je pense que c'est la discipline et nous ne sommes pas assez disciplinés. Nous voulons la facilité. Je me rappelle en France, je disais à ma nièce l'autre jour que la neige a cessé à Paris vers les 2013, 2012, que Paris peut-être dans les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de pollution. Il y a eu la COP 21, je pense que c'est la COP 21, c'était en 2015.
Et à cette période-là, je me souviens bien, ils avaient pris des résolutions que les voitures, on dit, telle semaine, les voitures impaires ne sortent pas. Vous prenez les transports en commun. Tu sors en voiture si tu as deux voitures, tu as voiture, immatriculation impaire ou paire. On vous dit toute la semaine, tous ceux qui ont des voitures impaires ne sortent pas leur voiture. Vous garez, vous prenez les transports. Et quelquefois, le transport était gratuit. Vous ne payez pas le train. Le train est gratuit. Ça fait que maintenant, il neige. Pourquoi? Parce que ça, vous étiez là, vous ne voyez pas quelqu'un qui est au niveau de la porte. Il y avait tellement de pollution. Tellement de... J'ai dit, c'était sombre le matin que tu ne pouvais pas voir quelqu'un qui est au niveau de cette porte. Maintenant, la pollution est en train d'être résorbée. Encore que la France est un pays très sale. Vraiment sale. On a vraiment pris chez nos pères là. Nous sommes vraiment les enfants des Français, de la France. Sale. Avec les mégots de cigarettes partout, les crottes de chien partout. C'est sale. Normal, il y a plein d'Africains. On est parti ici avec notre mentalité là-bas. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi Trump vous voit venir. Trump vous voit justement venir, c'est pourquoi il prend déjà ses dispositions. D'accord? Donc, pour revenir à la pollution, je vous assure que si nous-mêmes, nous nous prenons à chaque année que ce soit à l'université, je pense qu'au sortir des cours, plus personne ne fait ce qu'il s'engage à faire. Parce qu'à chaque fin de cours, vous devez vous engager à le faire. Mais la pollution continue. Ça veut dire qu'au fond, vous vous engagez de lèvres, mais vous ne le faites pas. Parce que quand on s'engage, on se fait des disciples. Ça veut dire que ne jette pas. Il faut ramasser. Tu ne vois pas que on devrait avoir le courage de le faire. Il ne suffit pas de ne pas le faire nous-mêmes. C'est le premier cours. Hein. Ça ne sert à rien de lire, et après vous sortez d'ici, vous polluez. L'objectif du cours ne sera pas atteint. Je ne dis pas non. Mais ne jetez pas dans les caniveaux, jetez en route. Même en route, vous avez fini en garde à vue. Une dernière question, parce qu'il faut que j'avance un petit peu, oui. Oui. Bon, merci. Pour moi, ce n'est pas une question, mais plutôt un apport. Et là, nous avons beaucoup soulevé des problèmes, nous avons essayé de proposer des solutions, mais nous ne voyons pas un peu la source. Et là, voyons un peu en Afrique, précisément dans quelques pays d'Afrique. Ouais, on n'a pas soulevé la question de la pauvreté. Et la majorité de la population qui subit cette pollution est appelée plutôt la population pauvre, qui est la plus misérable. Puisque vous arrêtez ou quoi, ce qu'on dépose au bord de route pour ramasser, c'est pour encore aller déposer dans des quartiers périphériques. Et encore les brûler là-bas, vous voyez comment cette population subit. Et là, qui est en train de menacer, c'est toujours l'État. Et en ce moment, au lieu qu'il y ait déjà une industrie quelconque, il faut ramasser ces plastiques automatiquement, aller les brûler, les transformer, plutôt on préfère menacer. Et encore dans cette indiscipline, comment encore le peuple aura le courage de respecter tout ce qu'on lui soumet, comme voilà, des preuves comme tel qu'il faut respecter. Même s'il faut l'éduquer, je suis sans contrôle. Et demander aux policiers de venir contrôler les zones périphériques. Pourquoi ils viendront? Non. Le problème sur la question de leur salaire, préfère de rester dans les coins résidentiels. Que les pauvres toujours vont subir. Et moi, étant pauvre, voilà, maintenant, je n'aurai pas une opportunité pour l'accès d'aller dans les zones résidentielles pour m'abreuver de quelques ressources. Je serai obligé de détruire la nature là pour au moins survivre. Vous voyez à peu près ça. Donc, à ce niveau, déjà, la pauvreté est l'une de la masse qui pèse sur cette position. D'autre part, suivi au cours de l'État, d'autre part, il est obligé de détruire pour survivre. Et là, cette mentalité, même s'il faudrait changer, il faudrait tout d'abord, en premier lieu, faire nourrir la population et sortir de cette pauvreté-là pour avoir une idée par là où je peux dire, même la pauvreté va nuire
de pouvoir réfléchir, oui. Là, c'est une base encore. Et la pauvreté peut nous amener aussi quelque part à ne pas avoir une crise quelconque. Vous voyez comment le choc de la pauvreté, donc c'est ce que je voudrais un peu à donner un peu. Ouais, quelle est la pauvreté? Oui, allez-y. Vous voulez apporter à ce que votre camarade a dit après le dernier doigt et je continue. Il ne faut pas qu'on dise que j'ai fait seulement 3 paragraphes aujourd'hui. J'aimerais dire aux collègues que je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Parce que quand on prend l'Afrique, quand on regarde le Ghana en Afrique de l'Ouest, quand on regarde le Ghana et on compare le PIB du Ghana et le PIB de la Côte d'Ivoire largement, dépasse largement le Ghana. Par contre, le Ghana est un pays fort. Ils sont pauvres par rapport à nous, ils ne sont pas riches par rapport à nous. On est un pays très sale par rapport au Ghana. Quand on va au Rwanda, quand on regarde, on va comparer le Rwanda avec un pays comme le Nigeria, par exemple, quand on a Afrique de l'Ouest. On ne peut pas comparer en termes de PIB, parce que le Nigeria est vraiment riche par rapport au Rwanda. Par contre, le Rwanda est tellement propre, quand tu vas à l'Italie, tu vois, mais c'est waouh. Mais c'est quoi? C'est une question de mentalité, comme la dame qui était en train de le dire. C'est une question de mentalité, c'est une question de volonté, et puis, voilà, une décision si tu veux. Sinon, la pauvreté n'a vraiment pas d'impact dans cette. Il y a des personnes, moi je connais, moi je suis allé dans mon village. Et j'ai vu la différence entre deux voisins. J'ai vu un voisin, dans le même village, la même pauvreté, le même style de vie. Mais le monsieur est propre. Sa maison, quand tu vois devant, là, c'est bien déployé, tout est riche. C'est propre. Par contre, son voisin, quand tu vois, ils élèvent aussi des moutons. Mais partout, je vis, il y a des éléments de moutons partout dans la cour. Pourtant, son voisin qui élève aussi des moutons, c'est toujours propre. Quand il y a des trucs, ils mettent les moutons dans les enclos, ils nettoient bien propre, c'est bien joli à voir. C'est juste une question de mentalité. Et c'est notre mentalité qui nous rend malades. En fait, on dit souvent, quand le cerveau refuse de réfléchir, tout le corps souffre. Et c'est ça qui nous dérange. Oui. Madame, j'aimerais revenir sur les propos de mon frère concernant la pauvreté et la périphérie pour se débarrasser des déchets des ordures ménagères. Alors, je veux peut-être dans son pays, ça n'existe pas. Mais chez nous, par contre, ça existe. On a un endroit spécial où on part. Chez vous, c'est où? En Côte d'Ivoire. D'accord. On a un endroit spécial où on va déposer des ordures. Donc, au sortir d'ici, on peut manger à Tchéké? C'est ça? Peut-être à locaux? Allez-y. Donc, madame, en dehors de cela, chez nous, ça existe. Il y a un endroit spécial où on va déposer les ordures. Et les ordures sont traités. Et la deuxième préoccupation, on ne peut pas remettre à la pauvreté. Le problème de l'Afrique aujourd'hui est que nous disposons d'une population qui a 40%, du coup 60%. Et je ne suis pas ici, on peut essayer. Donc, si vraiment on veut résoudre le problème, je rejoins madame en disant que si on veut résoudre le problème, ça serait nous d'éduquer nos enfants. Parce que l'école ne pourra pas, l'école pourra éduquer que 40% de la population, et les 60%, qui les éduque? C'est nous qui devons le faire, c'est nous en tant que parents qui devons le faire. C'est ce que j'aimerais ajouter. Très bien. Section 2, vous avez tous le cours, il me semble. Délégué, vous avez le cours ou pas? Bien. Section 2, le droit moderne de l'environnement. Nous avons vu en section première le droit coutumier de l'environnement. Je pense qu'on a beaucoup parlé par rapport à ce coutumier parce que si on vient parler de mentalité, c'est ça même le droit, la source coutumière de la protection du droit de l'environnement. La source coutumière, c'est quelque chose qui vient de soi. La volonté qu'on met à garder notre environnement propre, le moral qu'on y met, l'intention qu'on y met, qu'on s'impose comme obligation, parce que lorsqu'on décide d'être propre, de garder son environnement propre, ça devient comme une sorte d'obligation. Donc maintenant, la section 2 va porter sur le droit moderne. Le droit moderne, c'est ce que l'État fait.
D'accord? Le droit international de l'environnement exerce une forte influence sur les droits internes des États et favorise, ce faisant, une certaine uniformisation de leur contenu. Au Cameroun, comme partout ailleurs, les sources de droit moderne sont constituées de la Constitution, des lois et des règlements. La source constitutionnelle, je l'ai dit, on parle de source constitutionnelle parce que le droit de l'environnement est institué par le préambule. Alors, on dit source constitutionnelle, pourquoi? Parce que la Constitution, c'est la norme qui institue toute chose dans un État. Ça, je l'ai dit. Alors, la Constitution compose deux parties, le préambule et le corpus. Le droit de l'environnement trouve en effet son fondement dans le préambule de la loi 96 qui dispose que toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. Fermez les guillemets. Je m'arrête. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Je vous redonne la parole. Qu'est-ce qu'on entend par cette toute petite phrase? Ou par ces 1, 2, 3 phrases dans un alinéa, dans un article. C'est pas un article, puisque c'est le préambule. Il n'y a pas d'article dans les préambules. Je prends ça, si je vous donne ça comme commentaire. Commentaire d'article. De quoi? Toute personne a droit à un environnement sain. Point. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. Point. L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. Point. Fermez les guillemets. Je commence par le délégué de l'Assemblée générale, parce qu'avant même que je ne termine, il avait déjà son doigt. Ah oui. Bon, selon moi ici, l'article relève que pour être humain vivant dans un cadre a le droit d'avoir un environnement propre. Mais pour que cet environnement soit propre, il lui revient le droit lui-même, personnellement, obligatoirement, de rendre cet environnement propre. Et l'État, il revient aussi au devoir de l'État de surveiller ses actes s'il ne sont pas propres. D'accord. Qui d'autre? Oui. Et après les dames, hein. J'entends pas beaucoup les dames. Mars, c'est bientôt. Je me rappelle la semaine dernière. L'année dernière, c'est justement en mars que je dispensais ce cours. En mars. Donc, les dames. Oui, c'est vrai que les hommes ont encore tout le mois de février. Ils ont la main. C'est ça, les gars. Donc, c'est pourquoi elle dit vite, c'est ça. Mais après, les dames doivent parler. Même si elles n'ont rien à dire, vous terminez, vous donnez le micro à une dame. J'ai besoin d'entendre les voix de dames dans mes oreilles. Non, elle est la seule à parler depuis. Je veux d'autres personnes. Oui. Oui, elle va la poser dès que... Oui. Oui, bon, moi je dirais, vous avez abordé la question tout à l'heure. Pour moi, je veux commencer par l'État. La critication mettre en premier la responsabilité de l'État que l'individu lui-même, le citoyen que je suis moi-même. Déjà que l'État, dans ses fonctions régaliennes, a l'obligation de commencer à prendre ses responsabilités dans une certaine mesure en matière d'environnement. L'article dit dans la promotion d'un environnement sain, c'est la responsabilité de l'État de pouvoir mettre tout ce qu'il y a à mettre, de pouvoir sensibiliser sa population sur ces questions-là. Mais une fois que l'État a sensibilisé sa population dans la promotion d'un environnement sain, dans ses fonctions régaliennes, il en va du citoyen, de la population lui-même, de s'imprégner et de pouvoir faire en sorte que lui, à son tour, de maintenir son environnement individuel propre. Déjà que je pense que c'est Ricardo, dans sa main invisible, s'il faut l'expliquer, il encourage d'abord l'individu, lui, à commencer à rendre un environnement sain. Et son voisin également, qui va faire la même chose, ainsi de suite dans une circonscription, finalement, en
se retrouvera à avoir un environnement qui sera bien plus propre. Et ça a commencé par l'individu, lui, qui commence, et l'autre fait, et ainsi de suite. Donc je dirais, pour conclure, c'est que l'État, lui, dans sa fonction régalienne en matière d'environnement, commence à donner à sa population ce qui est nécessaire. Une fois que la population s'est intégrée de tout ce qui est nécessaire, son est approprié, lui à son tour fera en sorte d'aider l'État dans ce sens en maintenant son environnement propre. Merci. Oui. Quand j'essaie de lire un peu l'article là, je pense que la question de l'État vient juste après la personnalité, juste après l'individualisme. Et quand je parle d'individualisme, je parle de notre environnement personnel chez nous à la maison. L'État ne viendra pas chez nous à la maison pour nous montrer comment s'éduquer en termes d'environnement. Et je pense que nous devons, avant toute chose, avant d'indexer l'État, penser à comment entretenir notre environnement. C'est ce qu'il dit ici par toute personne a droit à un environnement. Tu ne peux pas te réveiller chez toi le matin, tu ne sais pas que tu dois nettoyer chez toi, tu ne sais pas que tu dois entretenir de la crème, tu ne sais pas que tu dois rendre ton environnement propre. Tu ne vas pas appeler l'État pour venir dire mon environnement est ça, je fais comment? Non, c'est toi d'abord. Et après toi, la protection de l'environnement, on va dire, c'est vrai que c'est super, mais aux alentours, ton voisinage, avant de penser à ce que l'État vienne maintenant t'inculquer, vienne te forcer à respecter tout ce qui est droit, toi-même tu dois t'inculquer certaines valeurs. Et je pense qu'en Afrique, on a ces valeurs d'entretien de maison. Peut-être que c'est dehors qu'on gâte, sinon à la maison, en tant que moi africain. Je préfère ne pas commenter les commentaires. Je préfère ne pas commenter le commentaire. Alors, bon, juste une personne, hein, et après j'avance un petit peu. Non, délégué, je ne peux même pas vous donner la parole. Si je donne la parole au délégué, le délégué va faire un exposé de 45 minutes, d'accord, et mon temps sera terminé. Parce qu'il y a quelqu'un tout au fond. Non, pas le délégué de l'Assemblée générale. Tout au fond, avec la dame qui a des chouquettes, rasta et les trucs qui tombent sur les yeux. Merci, docteur. Alors, moi, de mon point de vue, premièrement, il est expliqué que toute personne avoir un environnement sain. Oui. Par cette phrase-là, la Constitution camerounaise indique de façon formelle que l'environnement sain est un droit reconnu à tous. Un droit subjectif. Voilà, un droit subjectif. Ensuite, il est ajouté que la protection de l'environnement est un devoir pour tous. Vous êtes juriste? Non, non. Ah, d'accord. Si on nous dit que ce droit-là implique pas un devoir pour l'État, mais pour tous les autres citoyens. Donc, l'environnement protège chaque citoyen à droit. Il est conditionné par le fait que tous les autres citoyens, y compris le même citoyen-là, s'engagent lui-même à garantir cet environnement sain. Et après, on précise que l'action de l'État, il est juste pour accompagner l'action de tous les citoyens dans l'environnement sain. Impeccable. Je n'ai plus rien à dire. Donc, c'est pas l'État qui fait l'environnement sain. L'État vous accompagne dans l'action de création de l'environnement sain. Exactement. Monsieur qui parlait de la pauvreté, là, vous avez suivi? L'État nous reconnaît simplement un droit subjectif. Et la Constitution nous dit, c'est pas le travail premier de l'État. Parce que j'ai droit à un environnement sain, j'attends de vous que vous fassiez tout pour que moi, mon environnement demeure sain. Ça veut dire que si je vous vois, d'accord, polluer, j'ai le droit de venir vous dire que ce que vous faites là me dérange. Parce que ça affecte mon droit. Ça viole mon droit constitutionnel à un environnement sain. Ça veut dire que vous avez le droit de dire à votre camarade que ton parfum, je ne le sens pas bien. Tu l'aimes bien, mais lui, il me dérange. Il va s'arranger à diminuer la quantité d'eau de toilette qu'il met sur lui. C'est également ça le droit de l'environnement. D'accord?
Si quelqu'un a une fière qui vous dérange, dites à votre camarade que soit je t'offre quelque chose, soit tu t'offres quelque chose parce que mon environnement à moi, il est un peu... D'accord? Pour revenir à ce que votre camarade a dit, c'est pourquoi je lui ai demandé s'il est juriste. J'ai bien précisé point à chaque fois que je lisais. Il y a 3 idées. La première idée, c'est un droit subjectif que la Constitution nous reconnaît tous en tant que citoyens dans un État. Ça veut dire que ce droit subjectif te donne le droit de saisir, de revendiquer, de réclamer ou de contester. Pourquoi? Parce que tu as un droit constitutionnellement consacré qui t'est reconnu, un droit subjectif avec petit d, droit. Maintenant, dans ce droit qui t'est reconnu, l'État te dit, oui, je te reconnais le droit, mais tu as ta part, j'ai ma part. J'ai dit, c'est un contrat gagnant-gagnant dans ton droit. Mais ça ne commence pas par moi, ça commence par toi, comme il a dit. La deuxième phrase, c'est que la protection de l'environnement est un devoir pour tous, pour l'État, pour les citoyens, pour tout le monde. D'ailleurs, l'État, c'est les citoyens. D'accord? Ça dit que à ton niveau, tu dois te battre pour que ton environnement, comme vos camarades l'ont dit tout à l'heure, je sais que les gens en bleu-blanc ne disent pas camarades. Vous dites souvent quoi? Non, vous vous appelez comment? Collègues, condisciples. Je sais que vous ne vous appelez pas camarades, vous avez dépassé le niveau là. D'accord. Comme les 2 voisins se disaient tout à l'heure, même quand on est pauvre, on peut être propre. Dans sa pauvreté, on est propre. C'est ça, le devoir. On n'a pas dit le droit. Le droit, c'est quand on attend de l'autre. Le devoir, c'est que ce que tu dois faire, tu es obligé de le faire. C'est ton devoir. On n'a pas dit, tu as le droit. La protection, oui, c'est un droit parce que l'État viendra. Mais tu as un devoir en amont. Et l'État vient te soutenir dans ton devoir. C'est pourquoi il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, il y a le ministère de l'environnement, il y a le ministère de la santé. C'est pourquoi il y a tous ces ministères, parce que l'État vient t'encourager et t'aider, te soutenir dans ton droit et dans ton devoir. C'est pourquoi je me révolte lorsque vous mettez tout sur le dos de l'État. L'État ne fera rien pour vous si vous-même vous ne faites rien. L'État doit voir votre engagement avant de vous soutenir. D'accord? Donc, la 3e phrase, c'est l'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. L'État le fait déjà, pourquoi? Parce qu'il y a le ministère de la... Tous les ministères que je dis, et il y a les structures, il y a les structures comme eau et forêt, le ministère de l'eau et forêt, le ministère de la mine, le ministère Il y a des ministères, c'est pourquoi l'État veille à la promotion. Mais l'État ne fera pas tout. Et à la tête de ces ministères, il nomme des personnes qui peuvent suivre ce que les citoyens font. L'État, vous voulez encore quoi de l'État? Qu'est-ce que vous attendez encore d'autre de l'État? On vous dit, vous devez le faire. Vous avez un droit, oui, c'est bien. Mais à côté, il ne suffit pas d'avoir le droit à un environnement sain. Qu'est-ce que vous-même vous faites? Je dis, vous avez le droit de dire à votre voisin, ta saleté me dérange. Ta saleté me dérange. Ton bar, tu mets trop de musique jusqu'à 2 h du matin, j'arrive pas, ça me dérange. Parce qu'il y a la pollution sonore. Il n'y a pas que la pollution olfactive, il y a la pollution sonore. Je ne dors pas. Parce qu'il y a tes bruits qui me dérangent. Mais qui va le faire? Nous sommes tellement peureux, croire, personne n'ose se lever pour revendiquer ou pour garantir et protéger son droit. Personne. Je dis souvent aux étudiants, est-ce que vous savez que les délégués, vous ne foutez rien? Au sortir d'un cours comme celui-ci, premier jour, vous allez dire au doyen comme ça, il y a les toiles d'araignée de partout. On n'a pas un environnement, c'est le lendemain, le doyen va s'arranger. Il va saluer votre audace. Je leur dis souvent, mais vous êtes peureux. Le cours, ça ne vous sert à rien.
Il ne vous sert à rien. Si on sortit d'ici, vous ne pouvez rien faire. Aucune condition n'a changé. L'année prochaine, les gens vont continuer. Je ne vous ai pas demandé de regarder cette salle. Je n'y suis pas. Vous voulez qu'on enlève mon argent pour qu'on balaye votre salle? Je parlais de la faculté là-bas. Je leur dis, vous faites le cours de droit de l'environnement? Le délégué, il faut quoi? Au sortir du premier cours, vous allez dire, le doyen saura qu'au moins vous êtes au cours et vous suivez le cours. Vous êtes là, il y a les toiles d'araignée, vous sortez de là avec le rhume, avec la toux. Vous venez pour choper le rhume et la toux ici? Alors, il vous sert à quoi le droit à un environnement sain? Droit à un environnement sain, c'est dire, et qui vous explique que, écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir faire ceci, mais au moins donnez l'impression que vous avez quand même un peu revendiqué et que vous êtes conscient du fait que vous avez le droit à un environnement sain. Parce que quelquefois, on ne donne pas l'impression d'être conscient de nos droits. Nous ne sommes pas conscients de nos droits, c'est pourquoi quelqu'un peut faire tout et n'importe quoi à côté de vous et vous ne lui direz rien. Vous avez le droit à un environnement, sortez d'ici avec cela. Et c'est votre devoir. Ça veut dire que demain, chacun me dira ce qu'il a fait aujourd'hui. Combien de personnes, parce que je sais qu'il y en a qui vont toujours jeter des choses à côté de vous. À combien de personnes vous direz que ça ne se fait pas? C'est incivique. Le délégué rit, il dit, ça veut dire que lui-même là, tout ce qu'il dit depuis le début du cours, il n'y croit pas. Mais ça veut dire que ça ne sert à rien de faire le cours du droit à l'environnement. Ça ne sert à rien parce qu'on va parler des conventions, on s'en fout des conventions. C'est la pratique. C'est la pratique. Le droit de l'environnement même, c'est la pratique. La convention s'en fiche. C'est des papiers qu'on signe et puis quoi? Ce n'est pas la convention qui respire l'air pollué que tu respires et qui te rend malade. Ce n'est pas la convention. Ce n'est pas la convention qui fera que tu ne puisses plus, qu'il n'y ait plus de fraîcheur parce qu'on a construit de manière anarchique n'importe comment. Ce n'est pas la convention qui fera que tu ne puisses plus déterrer et avoir la récolte que tu attends parce qu'il y a eu, je ne sais pas ce qui se passe, je ne savais pas que les escargots aimaient l'aloe vera. Mon aloe vera est resté devant ma maison pendant des jours et des mois. Subitement, je découvre que les escargots aiment l'aloe vera. Tu vois l'aloe vera est rongée partout, je leur ai dit. Je ne sais pas comment vous chassez, mais je vais trouver la solution. On ne vient pas attaquer mon aloe vera comme ça. Donc, tu es tranquille, même là. Protection de l'environnement. Protégeons l'environnement. Au sortir d'ici, demain, je vais vous poser la même question. J'espère, je sais qu'il y a des comportements inciviques. Vous n'allez pas me dire que même ici, je vous assure que même ici, d'ici la fin de la journée, vous verrez. Demain, je veux des gens qui vont me dire, j'ai vu tel faire ceci, je lui ai dit. Moi-même, je me suis abstenu de faire. Madame, baissez votre pied. C'est mon doyen qui n'aime pas ça. Donc, finalement, moi-même, de temps en temps, je m'efforce de dire ça. Pas pour moi, hein, moi, je m'en fous. Pour les autres, d'accord? C'est aussi ça l'éducation de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement, je le dis toujours. L'environnement, c'est le milieu dans lequel on est, avec des personnes qu'on a, d'accord? C'est ça l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est je suis dans quel milieu. Je l'ai dit à ma voisine hier, je lui dis, je pars chez le dentiste, mon fils doctorant qui m'accompagne souvent ne se sent pas bien. J'aime pas être seule. Elle vient, elle s'habille, elle est mariée, son mari aime. Je dis que ton mari aime ton look, mais j'ai horreur des gens qui montrent leur corps. Le ventre se voit. Et... Tu marches avec moi? tu marches avec... Je lui dis, ton mari aime ça. Quand tu marches avec ton mari, fais comme tu veux, mais moi, je ne peux pas marcher. Elle était mal. Elle me dit, je sens que tu vas acheter des habits seulement parce que quand je dis que oui, tu vas acheter seulement. Je ne peux pas marcher avec toi. Tu es femme mariée. Oui, c'est bien ton mari, mais tu ne marches pas avec ton mari. On me voit
Et à côté de moi, on voit quelqu'un qui a le ventre dehors, le dos sur moi. Je ne peux pas marcher comme ça. Pourquoi? Parce que je ne pourrais plus dire à un étudiant, couvre le corps qui appartient à quelqu'un. Il va me dire, elle tolère avec les gens avec qui elle marche. Je lui dis, va te changer. Ou tu laisses, je vais partir seule. Elle s'est changée. Elle me dit, je sens que je disais à quelqu'un qu'il faut que je cherche des vêtements seulement quand elle marche avec lui. Que oui, tu vas chercher. L'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement les conventions. C'est ce que vous projetez dans les esprits des autres. Comment je me comporte dans tel environnement? Comment je me mets dans tel environnement? Environnement, c'est ça. Ce n'est pas seulement la forêt, la faune, l'eau, les poissons. Ce n'est pas ça. D'accord? Je me rappelle, je venais corriger les copies ici. Je voulais sortir habillée comment? En jean, sandales. Je sors, je me dis, tu vas où comme ça? Tu vas à Sifadek ou tu vas enseigner? Il y a des environnements où, quand je pars, je réfléchis. Et d'autres où je ne m'assois pas. Je ne vais pas scandaliser un étudiant qui commence quand tu parles, il te regarde. Non. Environnement. Mon environnement, ça touche à tout. Donc, vous allez seulement me prendre comme ça. Vous me prenez comme ça, non? Et on va y arriver, n'est-ce pas? Très bien. Il plaira à Dieu, il plaît toujours à Dieu. Et surtout qu'on dit ce que femme veut, parfois Dieu le veut. Mais ce que Dieu veut, parfois, nous, on résiste à faire. Donc, on finira comme ça. Bien. C'est la belle famille quand même. Bien, j'ai dit quoi? On s'est arrêté où? Je voulais simplement qu'on prenne le grand tas, d'accord, et pas qu'on s'arrête au milieu de quelque chose. On a fini, j'ai dit, la protection de l'environnement, la disposition du préambule, on l'a déjà un petit peu expliqué. Cette disposition prête ainsi le flanc à la constitutionnalisation du droit de l'environnement, dont la protection était méconnue jusqu'alors par les constitutions antérieures, dont la Constitution de 60 et 72 n'avait pas la protection du droit de l'environnement, dont il n'y avait pas droit à un environnement sain dans ces constitutions-là. La constitutionnalisation du droit à l'environnement au Cameroun consacre à cet égard la reconnaissance à l'homme du droit subjectif, ça on l'a dit, grand A, qui est garanti par l'État dont le rôle est de veiller à la défense et à la promotion de l'environnement grand B. Grand A, la concentration d'un droit subjectif, le droit à un environnement sain. Maintenant, je vous laisse, si vous avez des questions, on les pose et puis on se sépare. Il est 10h29. Bien, demain matin, je ne sais pas comment je vais gérer. Je ne sais pas comment je vais gérer. Mais ce qui est sûr, il faut d'abord que j'arrive au campus, connaître déjà le niveau qui compose dans ma salle, connaître mes surveillants et leur dire, je vous confie la salle. Tout au moins pour la première épreuve, parce que je sais que j'aurai